Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Europhilo après quelques semaines d'absence qui n'ont pas été des semaines de congé. L'actualité est extrêmement chargée, l'automne a filé comme une flèche, nous sommes aux portes de l'hiver et il était important de renouer, de reprendre le contact. Alors je suis d'autant plus ravi de le faire maintenant que je suis en mesure de vous proposer un format d'intervention différent, une nouvelle formule qui prend appui sur les ressources, l'amitié et le travail en commun effectués avec la chaîne Géopolitique Profonde, en particulier avec Raphaël Beslu, qui me fait le plaisir et l'honneur de pouvoir intervenir dans le cadre des matinales sur Géopolitique Profonde et qui me permet de pouvoir diffuser sur Europhilo les séquences vidéo de nos propres enregistrements sur les discussions que nous avons eues. Et donc je souhaite inaugurer aujourd'hui ce type de formule qui nous permet d'avoir un saut qualitatif qui sera, je le pense, évident et que vous apprécierez, tant en matière de dynamisme que de professionnalisme que m'offre Géopolitique Profonde et qui dépasse amplement ce que j'étais en mesure de faire par moi-même. Donc je pense que chacun va s'y retrouver et je veillerai à publier des formats comparables à ceux que j'effectuais par le passé, c'est-à-dire en gros des discussions entre demi-heure, trois quarts d'heure, un peu moins d'une heure, sur un thème donné, en lien avec l'actualité, avec les textes de l'Union européenne, pour décrypter le fonctionnement de l'Union européenne et les conséquences que les dispositions prises par l'institution ont sur nous en tant qu'individus et sur la société que cela façonne en ce moment. Donc je pense que vous apprécierez. Je signale au passage que la collaboration avec la chaîne Géopolitique Profonde se traduit également par une collaboration écrite dans le cadre de la revue Géopolitique Profonde, dont voici le numéro de décembre, au sein duquel je signe un article consacré aux accords de libre-échange signés par l'Union européenne avec différentes entités, le Mercosur, l'Indonésie, tous ceux qui sont encore à venir, et où j'analyse finalement la disparition voulue, délibérée de l'agriculture traditionnelle européenne et les conséquences que cela a sur l'ensemble de nos sociétés et surtout sur la par-dessus tout sur la qualité de ce qui nous est infligé dans nos assiettes pour un futur proche à nous, Européens. Voilà, le programme d'aujourd'hui, et je ne vais pas faire plus long comme introduction, nous allons d'emblée entamer la projection, c'est la reprise d'une émission qui était consacrée au programme de travail officiellement annoncé par la Commission européenne pour l'année 2026. Et donc je me livre à une analyse de tous les éléments qui ont été pointés par la Commission européenne, non seulement ce qu'elle veut entreprendre, mais surtout ce qu'elle annonce vouloir mettre en pause pour 2026. Donc vous allez voir une série de choses qui sont intéressantes, qui pour les fidèles de la chaîne, mais pour certaines, vous parleront parce que c'est la suite logique de ce que nous avions déjà amorcé dans un certain nombre de discussions, donc on en a la confirmation. Pour d'autres, ce sont des éléments qui méritent attention, qui méritent éveil et qui méritent, disons, d'être notés parce que ils marquent peut-être une certaine forme de virage ou d'inflexion de la structure. Donc je ne vais pas faire de mystère plus longtemps. Je vous invite à assister à cette projection de l'entretien avec Raphaël Beslu. Et je vous donne de toute façon rendez-vous très prochainement pour un prochain format de ce type sur un autre sujet que j'aurai déjà abordé avec Raphaël. Entre-temps, je vous souhaite de vous porter bien naturellement et, suivant la devise de la chaîne, de demeurer plus que jamais extrêmement vigilant. À bientôt. Alors, Xavier, on va parler bien, des travaux de l'Union européenne, c'est la communication qui a été réalisée par la Commission européenne, c'est son programme de travail pour 2026. Alors, je pense que ça va être extrêmement intéressant de savoir donc ce qu'a pu publier l'Union européenne sur leurs intentions, leurs ambitions, et voire même peut-être leur retrait sur certaines actions pour 2026. Donc, qu'y a-t-il à dire sur cette communication qui a eu lieu? Alors, effectivement, il y a eu une communication effectuée à la fin du mois d'octobre, le 21 octobre, une communication qui s'intitule comme 2025 870 finale. Vous connaissez maintenant le principe des codes si vous voulez accéder à la source elle-même des textes.
qui est effectivement intitulé le programme de travail de la Commission européenne pour 2026, avec un sous-titre assez flagorneur, hein, l'Europe prend son indépendance. Donc le texte lui-même est relativement bref, je l'évoquerai, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui intéresse, c'est les annexes, hein, en fait. Pour une fois, les annexes sont plus importantes que le texte parce que on se retrouve à avoir le récapitulatif de tous les thèmes qui sont censés être abordés comme nouvelles entreprises européennes pour 2026. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est que figurent en volume deux autres éléments qui occupent beaucoup plus de place et qui en fait dressent la liste des propositions de texte sur lesquelles la Commission européenne annonce une suspension de ses travaux pour 2026, voire même pour certains un retrait ou une abrogation. Et donc pour vous donner un peu une idée des volumes, je l'avais noté parce que ça me paraît intéressant de le signaler, il y aurait 38 nouvelles initiatives, mais il y a 111 propositions de mise en suspens, donc il y a 111 textes qui sont mis en suspens, et certaines de ces propositions sont en fait des paquets de textes qui sont mis en suspens, notamment le dernier, le numéro 111 dans la liste, qui lui en fait comporte 40 propositions à lui seul. Donc en gros, il est annoncé moins de 40 nouvelles initiatives pour 2026, mais dans le même temps, 150 mises en arrêt, mises en pause de propositions qui étaient déjà en activité, enfin, de textes qui étaient déjà parus et qui auraient dû poursuivre leur cours dans le cheminement de l'adoption des dispositifs juridiques de l'Union européenne. Et il y a enfin, pour simplement être exhaustif, il y a 25 retraits, mais ce n'est pas les retraits qui vont nous intéresser aujourd'hui. Je voudrais en fait proposer une sorte de petit itinéraire commenté sur, rassurez-vous, pas 150 textes retirés, mais j'en ai sélectionné 5 qui me paraissent extrêmement intéressants, chacun sur des thématiques différentes. Pour certains, vous allez reconnaître des éléments dont nous avons déjà discuté dans nos entretiens précédents, qui reviennent. C'est pour certains même une surprise pour moi-même de les voir figurer parmi cette liste de retrait. Je vais partager cette surprise avec vous. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir reprendre simplement le fil de ces éléments symboliques, enfin, et de mesurer ce que ça peut dire ou augurer sur la suite du fonctionnement de l'Union européenne dans l'année 2026 et au-delà. Voilà, c'était ça l'idée. Et je voulais commencer par un premier. Alors, oui, vous avez laissé entendre que certaines nouvelles seraient plutôt des nouvelles positives. Ça change hein, dans l'ambiance actuelle. On est plutôt en recherche d'éléments positifs. On est plutôt dans un climat morose et plombé, au propre comme au figuré. Donc oui, mais il ne faut pas non plus verser dans un excès d'optimisme ou de naïveté. Il y a également des éléments qui confirment des craintes que nous avions formulées et qui sont confirmées, en particulier par le premier de ces retraits. On peut commencer d'emblée dans ce top 5 que je vais vous proposer. Le premier des retraits, qui, comme par hasard, est le premier sur la liste des retraits des mises en suspens pardon, pour 2026 et qui concerne le Mercosur. Donc là, ce n'est pas un texte qui sanctionne l'abandon du projet du Mercosur, c'est justement l'inverse. Et c'est pour nos pauvres agriculteurs, c'est la confirmation du destin funeste qu'on leur prédisait et sur lequel j'ai eu l'occasion d'écrire et de pouvoir discuter à votre antenne aussi, c'est-à-dire la suppression du texte par lequel était prévue l'application des clauses de sauvegarde qui étaient censées préparer la sécurité, un coussin de sécurité pour protéger nos agriculteurs dans le cadre des dissymétries entre les produits venant du Mercosur, produits agricoles venant du Mercosur et leur propre production. C'est-à-dire il y avait ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde bilatérales qui avaient été agitées par l'institution pour favoriser la signature et la conclusion de l'accord avec le Mercosur. Alors je le rappelle hein, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément versés, le Mercosur, c'est l'ensemble des pays de l'Amérique latine, à l'exception du Chili, qui sont dans cette union avec laquelle l'Union européenne, la Commission européenne a contractualisé
pour une série d'éléments. Nous avons abordé cette question dans une autre discussion, mais donc je le rappelle, il y a le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay en particulier, qui sont dans le domaine agricole des énormes exportateurs sur toute une série de produits qui mettent donc à mal par cet accord douanier qui supprime toutes les barrières tarifaires qui protégeaient nos économies et nos productions agricoles contre l'arrivée massive de ces produits, eh bien avec cet accord du Mercosur, à terme, c'est une disparition de toutes les barrières douanières et donc une exposition féroce pour nos agriculteurs et nos éleveurs aux produits en provenance du Mercosur. Et bien là, donc le premier texte qui disparaît, qui est mis officiellement en suspens, c'est cette proposition de règlement donc, qui s'intitule comme 2025-639 finale. C'était proposition de règlement portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l'accord de partenariat UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles. Donc là, vous voyez, ce texte en lui-même aurait été éventuellement bénéfique et sa suppression ou sa mise en suspens est maléfique, mais on pouvait s'y attendre d'une certaine manière. Et pourtant, dans la rédaction, je vais juste vous citer quelques extraits de ce texte qui précise quels étaient les engagements conclus par l'Union européenne pour le produire. Je cite des éléments de ce qu'on appelle les considérants. Vous savez, tous ces textes européens commencent par des paragraphes numérotés, c'est le formalisme juridique, et chacun de ces numéros s'appelle un considérant. Et donc là, je cite le 4 et le 6. Rassurez-vous, c'est très rapide, mais vous allez voir, c'est parfaitement explicite de ce qui était l'intention première dans le cadre de cette proposition de règlement. L'Union est déterminée à faire un usage rapide et efficace, on dirait un spot publicitaire rapide et efficace, des clauses de sauvegarde bilatérale pour contrer les éventuelles incidences négatives des réductions tarifaires au titre de l'accord de partenariat. Donc ça, c'est ce que je disais. Et il est nécessaire d'établir des procédures pour garantir la mise en œuvre effective des clauses de sauvegarde bilatérale pour les produits agricoles. Un retard dans l'application de mesures de sauvegarde justifiées pourrait entraîner un préjudice pour les agriculteurs de l'Union dans un ou plusieurs États membres auquel, donc ce préjudice, auquel il pourrait être difficile de remédier. Donc ça, c'était ce qui justifiait sa proposition de règlement. Et cette proposition de règlement, elle n'est pas ancienne, puisque si je regarde la date précise de ce texte, c'est le 8 octobre 2025 qu'il a été publié par la Commission européenne. Et je viens de vous dire, le programme de travail qui s'assortit de cette liste de textes mis en suspens date du 21 octobre 2025. Donc vous voyez là la quasi-simultanéité des choses. Un texte est produit et il est aussitôt rétracté moins de 15 jours après. Donc, vous doutez bien que ce n'est pas un hasard. Enfin, je veux dire, quand on en arrive à une proposition de texte, il y a énormément de travail derrière, il y a énormément d'engagement. Donc, pour le retirer moins de 15 jours après, c'est passablement suspect. Et vous comprenez bien, et je dirais même, on n'a même pas à émettre de jugement de valeur sur le retrait de ce texte parce que l'explication, l'argument ou la raison pour laquelle ce texte est retiré figure déjà dans la présentation de ce texte. Je me réfère simplement quelques pages plus haut dans la présentation de ce qu'on appelle l'exposé des motifs. Les sensibilités particulières liées aux échanges de produits agricoles avec les partenaires du Mercosur justifient l'adoption d'un acte juridique spécifique. Donc ça veut dire, ce règlement, c'est pourquoi ? C'est pour faire face à ce qu'on appelle là, avec quand même une forme d'euphémisme tout à fait suspect, des sensibilités particulières liées aux échanges de produits agricoles avec ses partenaires du Mercosur. Concrètement, ça veut dire c'est les réactions d'hostilité des États membres face à la conclusion de cet accord. On peut considérer que la France avait officiellement manifesté son hostilité à la signature du Mercosur en l'état, puisqu'il mettait à mal notre filière agricole. Et je me permets juste parce que c'est quand même l'importance de comprendre le retrait en fait de ce texte pour le programme de travail pour 2026, c'est que lorsqu'il y avait les négociations autour du Mercosur, un des arguments de l'Union européenne, c'était de dire qu'il y aurait des garanties de sécurité.
Tout pour à les fait. agriculteurs. Ces clauses de sauvegarde qui devaient porter Mmh. sur, alors on en a le listing dans une annexe, hein, je ne vais pas toutes vous les faire, mais enfin, rien qu'à l'énumération, il y a 23 catégories de produits dits sensibles, donc 23 c'est déjà pas mal. Donc on a toutes les catégories de viande, depuis le bovin, le porcin, les volailles, les poudres de lait, fromage, maïs, riz, sucre, œufs, miel, rhum, ail, etc. Bon, et y compris les biocarburants. Le Brésil, on se doute bien que tout ce qui est biodiesel et éthanol, le Brésil sera un fournisseur majeur. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Ça occupe des surfaces agricoles, mais ce ne sont pas des produits alimentaires. Mais donc, vous voyez que ce qui était censé protéger les filières d'élevage et d'agriculture européenne est donc soustrait et relevé. Et on comprend pourquoi. Parce que la Commission, au moment de l'adoption des propositions de signature et de conclusion des accords, a pris l'engagement politique de proposer d'urgence un acte afin de garantir les points suivants, c'est-à-dire le suivi des marchés, les enquêtes de sauvegarde, etc., etc. Donc, c'est donc clairement dit dès l'exposé du motif. C'est un engagement politique qui avait été pris par l'Union, elle l'a fait. Elle s'était engagée à produire un acte juridique, elle l'a fait. Elle l'a produit. Maintenant, est-ce qu'elle le met en application? Non, parce que ce n'est pas son intention. Je l'ai déjà exprimé dans ces accords de libre-échange, et ça fera l'objet également d'une prochaine publication chez vous dans la revue, avec une analyse encore plus détaillée sur la nature de ces accords de libre-échange. Tout Ce à qui fait. est poursuivi, c'est finalement de travailler main dans la main avec tout l'agro-business, la grande distribution et les chaînes de restauration rapide. Nulle part il y a l'idée réelle, concrète, sincère de pouvoir soutenir la filière agricole sous l'attitude européenne. Je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit, et c'est officialisé. La disparition de l'agriculture européenne est voulue par la structure. Ça coûte décidément trop cher et ça ne correspond pas à ses enjeux. Sa négociation n'est pas avec ni les éleveurs ni les agriculteurs européens, elle est avec les énormes ténors de l'agrobusiness, de la grande distribution, qui est complice bien sûr, et de la restauration rapide, des grandes chaînes de restauration rapide. Vous Mmh. voyez? Donc là, Sans voilà, ça c'est... sans vouloir faire, l'avocat du diable, Xavier, mais je me permets une question. Mhm. Vu que là, on parle donc du programme de travail pour 2026, on parle de retrait de texte. Oui. Question simple, est-ce qu'il y a donc ce retrait avec un retrait pur et simple et l'affaire s'arrête ici pour la question des clauses de sauvegarde des agriculteurs? Ou alors il y a certains retraits, mais il y a peut-être une autre proposition qui est apparue, une proposition secondaire, peut-être moins bonne. Est-ce que ce sujet en fait est simplement totalement Alors, abandonné ou alors il y aura des alternatives qui vont arriver quand même? c'est pas à proprement parler un retrait. C'est une Mmh, suspension pour 2026. Mais comme mmh, je viens d'exposer dans les motifs que ce qui avait été signalé, c'était que tout retard pris était préjudiciable à la filière agricole européenne et avec les termes mêmes étaient les plus grandes difficultés à y remédier. Vous mmh, comprenez bien que si on déclare que on va mettre ça entre parenthèses pour 2026, ça revient à le tuer finalement ce mmh. texte. On ne Ouais. peut pas à la fois dire il y a urgence à le faire, il faut le faire très vite parce que de toute façon il y aura des conséquences irrécupérables si on ne le fait pas très vite, et en même temps signaler qu'on le met en pause pendant un an. Donc même s'il devait réapparaître après, le mal aura été fait, si vous voulez. Donc moi, à ce stade, j'ai simplement pris note qu'il figurait en tête de liste des textes qui étaient mis entre parenthèses pour l'année 2026. Et le contraste simple entre la nature, le motif de ce texte initial et le degré d'urgence qui était mentionné dans l'exposé des motifs me montre bien que bon, c'est pas un hasard et que finalement le contrat était rempli. Il fallait pour la forme dire que la commission proposerait un acte juridique. Elle a fait un papier qui correspond à cette proposition de règlement. Maintenant, il n'entrera pas en service, il n'entrera pas en vigueur. Voilà. Donc ça, c'était le premier retrait qui est finalement négatif. Alors, on va glisser sur le numéro 2, si vous voulez bien, dans la liste, avec quelqu'un qui ne nous est pas inconnu, puisque nous en avons parlé très récemment.
Eh bien, figurez-vous que figure à la place numéro 69, alors ce n'est pas des places, ce n'est pas un classement, hein, je le fais simplement pour que les gens puissent se repérer dans le tableau Excel qui est fourni dans les annexes, mais donc dans la colonne, enfin dans la ligne numéro 69, nos auditeurs pourront trouver une référence de texte qui leur parlera, c'est le COM 2022-209 final, qui est plus connu sous le nom donné par ses opposants, qui est celui de Chat Control. Donc figurez-vous que nous avions parlé en date du 14 octobre du retrait de l'ordre du jour du Conseil, qui devait permettre de l'adoption, ou du moins de voter, de faire avancer le passage de ce texte qui s'appelle, qui est ce règlement pour la lutte contre la pédocriminalité en ligne, et qui s'appelle plus simplement Chat Control, puisqu'il part du principe qu'il s'agirait de balayer de façon automatique l'ensemble des conversations et des pièces jointes dans les messages, sur les messageries cryptées sur les plateformes. Eh bien, ce texte dont nous parlions et dont nous avions mentionné le retrait de l'ordre du jour de la commission, eh bien, il est déclaré maintenant comme étant mis officiellement en suspens pour l'année 2026. Ce qui veut donc dire que quelque part, on a la confirmation des difficultés de l'Union à avancer sur ce terrain-là, puisque quand même un an de pause, alors même qu'on envisageait qu'il puisse être représenté aux futures réunions du Conseil dès le mois de décembre, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose. Alors, je réserve mes conclusions pour la fin, si vous voulez, mais je porte simplement à la connaissance, voilà, ce texte dont nous avons parlé, qui a subi quelques vicissitudes dont nous avons parlé, figure dans la liste des propositions qui seront suspendues pour l'exercice 2026. Et ça, en soi, on peut considérer que c'est une bonne chose, on peut considérer que c'est peut-être une conséquence du travail intensif d'opposition citoyenne qui avait été formulé par le biais des sites, en particulier du site que nous avions cité de Fight Chat Control, le site internet qui permettait l'envoi de messages automatiques en direction des élus du Parlement comme des responsables des gouvernements des différents États pour les alerter sur les dangers les dangers en matière de liberté et de confidentialité des communications si ce texte était adopté. Donc on pourrait y voir un élément d'éclaircie quant à l'incidence des retours ou des contestations de la société civile, voire des oppositions de certains États sur l'adoption de ce texte. Voilà, donc ça je le signale, c'était notre numéro 2 dans la liste. Alors, je passe au numéro 3, qui lui est d'ordre géopolitique. Là, on va revenir en plein sur les thématiques qui sont abordées par vos autres invités assez fréquemment, en particulier au regard de la situation en Ukraine. Et là, nous avons en fait un volet intéressant, un trio de 3 textes qui concernaient l'aide militaire à l'Ukraine et qui figurent assez curieusement parmi la liste des textes qui seront mis en suspens pour 2026. Alors, je me réfère simplement pour donner les titres. Alors, c'est toujours pareil, ce sont des textes, il est assez curieux de les voir figurer dans la liste des éléments annulés pour 2026, parce que ce sont des textes qui sont tout fraîchement produits, qui sortent de façon toute chaude ou toute fraîche des bureaux de la commission, c'est-à-dire ce ne sont pas des textes anciens. Ce sont des textes qui datent de 2025 et de quelques semaines à peine avant, ou de quelques mois à peine avant ce programme de travail. Donc c'est ça qui est assez curieux. Alors je vous donne. Donc c'est comme là c'est comme 2025, le 822 final, le 823 final, donc qui datent du mois de juin 2025, qui sont des propositions de règlement ou propositions de directive. Je vous donne simplement l'intitulé. L'un, c'est la proposition de règlement en ce qui concerne les investissements dans le domaine de la défense et les conditions pour l'industrie de la défense. Donc là, il s'agit d'un texte qui avait pour but de faciliter un certain nombre de dispositions qui permettraient d'injecter de l'argent dans l'industrie de la défense européenne au bénéfice de l'Ukraine et qui s'accompagnait en particulier d'un assouplissement
de la réglementation existante dans le domaine et de l'armement et dans le domaine industriel. Parce qu'en fait, on est dans toutes les contradictions qui sont propres aux normes européennes, c'est-à-dire que à vouloir accélérer la production de produits d'armement, ça veut donc dire qu'on est censé aider et libéraliser le mode de fonctionnement des industries polluantes, notamment sur les produits chimiques, sur des produits chimiques toxiques, qui par ailleurs font déjà l'objet de réglementations spécifiques qui tendent à limiter l'usage, à en contrôler l'usage et à avoir des systèmes d'autorisation extrêmement longs et coûteux. Et donc là, le texte, le premier dont je parle, ce 822, était en fait une proposition de règlement qui avait pour but de donner des éléments d'assouplissement et de passer outre les règlements existants pour faciliter justement l'usage de produits toxiques, de produits chimiques extrêmement lourds dans le cadre de l'industrie de l'armement. Il ne se contentait pas de cela, il se contentait aussi d'autre chose. Et là, je vais vous faire juste une petite citation, parce que il me semble qu'elle est particulièrement éloquente. Donc, il s'agissait donc d'autoriser des exemptions tout en maintenant la responsabilité fondamentale de trouver un équilibre entre les besoins en matière de défense et de sécurité d'une part et la protection de la santé et de l'environnement d'autre part. Donc là, c'est-à-dire, en clair, on s'assoit sur les dispositions en matière de protection environnementale et de santé publique pour faciliter, c'était ça le but de ce texte, faciliter le développement des industries d'armement et la circulation des matières toxiques qui sont nécessaires. Mais il n'y a pas que cela. Il y a un autre élément, dont je vous cite quelques lignes, c'est au considérant numéro 9. On parle là des essais réalisés en Ukraine. Et voyez avec quel cynisme la chose est décrite. Là, je me borne à lire le texte. Hein. C'est ça qui est Les essais intéressant. réalisés en Ukraine. Les essais réalisés en Ukraine. Pardon ? Les essais réalisés en Ukraine, ok. Oui, des essais d'armement, en fait. Donc, il y a d'une part favoriser la production industrielle des choses, et puis il y a également le fait de pouvoir bénéficier, je vends déjà la mèche en employant le terme de bénéficier, mais donc de pouvoir avoir des situations concrètes et réelles d'essais de ces matériaux en Ukraine. Et voilà comment c'est décrit. Les essais réalisés en Ukraine offrent des possibilités dont il est difficile de disposer dans l'Union. Bah oui. Tels que des résultats rapidement disponibles, des essais 24 heures sur 24, ou encore des essais sur le champ de bataille. Oui, jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas encore sous nos latitudes. Qui peuvent, donc tout cela, hein, donc ces essais 24 heures sur 24, les résultats rapidement disponibles, les essais sur champ de bataille, peuvent considérablement améliorer le développement et la validation de technologies et de produits de défense. Donc c'est un formidable laboratoire à ciel ouvert, voilà ce que ça veut dire. Les essais effectués en Ukraine peuvent en outre permettre d'améliorer la prise en compte de l'expérience en situation réelle en matière de guerre moderne, dans la poursuite du développement de technologies et de produits de défense, garantissant ainsi un avantage technique et stratégique à la base industrielle et technologique de défense européenne. Donc, vous voyez, quelque part, c'est une approche scientifique que nos industriels vont pouvoir tester en Ukraine au contact direct, comme si c'était des chercheurs en astrophysique ou je ne sais quelle discipline. Ils vont pouvoir être au contact de la science qui se fait en temps réel, c'est-à-dire la guerre, concrètement, en permettant que les coûts des activités d'essai menées en dehors du territoire de l'Union soient admissibles, oui, puisque pour le moment, l'Ukraine ne fait pas partie du territoire de l'Union, soit admissible à un financement, le Fonds européen de défense serait en mesure de soutenir le développement de solutions de défense plus efficaces et innovantes, contribuant à terme au renforcement des capacités de défense de l'Union. Donc concrètement, non seulement on reconnaît le territoire d'expérimentation en quoi consiste l'Ukraine, et en outre, il était demandé dans ce texte de pouvoir bénéficier de financements européens pour favoriser ces expérimentations sur site en Ukraine. Vous voyez ? Alors, quelque part, on peut considérer que la mise en suspens de ce texte n'est pas fondamentalement une mauvaise chose, parce que c'est plutôt son application, sa mise en application, qui aurait été mauvaise. Et alors, mais il faut donc rappeler que ça, je pense que peut-être aucun de nos spectateurs était au courant, étant donné que là on parle de texte précis, c'est-à-dire c'est un texte qui était initialement adopté pour le programme de travail 2026, et suite à
à l'analyse, la révision du programme de travail pour 2026, il a ensuite été mis en suspens, mais c'était un texte qui a été adopté initialement. En fait, c'est officiellement une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil. Donc ça, c'est le schéma classique d'adoption des textes européens. Donc ils sont émis par la Commission, ils sont validés ensuite par le Conseil et le Parlement jusqu'à ce qu'ils entrent et qu'ils soient ratifiés par les États et qu'ils entrent en application. Donc là, c'était un des milliers de textes qui sont produits chaque année, qui sont soumis donc à la validation de l'ensemble de l'institution européenne et qui auraient fini par être mis en pratique, et assez vite, puisque le but c'était de pouvoir être réactif face à l'urgence et à l'imminence du conflit, enfin la situation préoccupante en Ukraine. Donc là, simplement, ce texte qui a été mis officiellement dans les circuits le 17 juin 2025 se trouve dès le 21 octobre 2025 mis officiellement en suspens. D'accord? Et je complète avec son jumeau, puisque l'un c'est le 822 et celui-ci c'est le 823, hein, même référence, 823 final. Alors là, ce n'était pas une proposition de règlement, c'est une proposition de directive. Donc dans la hiérarchie des textes, c'est un petit peu différent. Je donne simplement le titre. Elle modifie des directives existantes en ce qui concerne la simplification des transferts intra-UE de produits liés à la défense et la simplification des marchés publics dans les domaines de la sécurité et de la défense. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous donne simplement la teneur du texte. En fait, c'était, vous savez, quand il s'agit d'acheter du matériel militaire, c'est soumis au code des marchés publics aussi pour certaines choses, et donc aux réglementations européennes, avec les exigences assorties par les réglementations européennes en matière de mise en concurrence, en matière d'autorisation administrative, etc. C'est très lourd. Et donc là, ce texte-là, cette directive, pour accélérer justement la circulation des armes et favoriser des achats collectifs au sein de l'Union européenne, permettait la circulation de ces armes et des achats facilités d'un État à l'autre. Que donc ces armes puissent passer facilement de l'Espagne à la France et puis aller par l'Allemagne vers la Pologne et finalement atterrir en Ukraine. C'est ça le mobile. Et donc vous voyez que ce texte, qui date lui aussi du 17 juin 2025, se trouve mis en pause pour l'année 2026 officiellement. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là, mais je veux montrer simplement le décalage entre le discours belliciste qui est toujours porté en matière d'intervention de l'Union européenne en faveur de l'Ukraine et contre la Russie, et des dispositions qui semblaient en cohérence, qui sont mises en suspens, puisque ces dispositions semblaient servir le message officiellement promu par l'Union européenne pour accélérer, faciliter, assouplir la réglementation en vue de fournir plus d'armes, de les produire et de pouvoir les acheminer jusqu'en Ukraine et de pouvoir dégager des sommes d'argent pour pouvoir les acquérir. Et là, vous voyez que N'oublions pas les tests d'essais chimiques pour l'armement, 24 heures sur 24. Alors là, oui. Je C'est crois quand incroyable même d'avoir un test comme ça, oui. citer les vrais mots qui sont employés et qui ne sont pas au hasard, parce que ça, ce n'est pas le caprice d'un employé lambda. Vous doutez bien que quand ça sort au nom de la commission, c'est déjà le fruit d'arbitrages collégiaux avec des réunions de travail énormes, avec énormément de matières grises, de gens très qualifiés qui ont discuté du moindre mot, du moindre qualificatif. Ça n'arrive pas par hasard. Donc vous voyez que cette terminologie qui fait froid dans le dos, en fait, en matière de cynisme et de froideur, ben voilà, elle révèle bien ce qui était initialement prévu. Et quelque part, on a de quoi se réjouir. Enfin, on va être très prudent, on va attendre la suite, mais il est quand même symptomatique de noter ce décalage entre ces intentions très bellicistes qui continuent à monopoliser les ondes aujourd'hui, et de voir que sur le plan administratif et concret, l'institution paraît revenir un petit peu en arrière ou revenir à la raison, et ne pas aller jusqu'à l'adoption de certains de ces textes qui avaient pour but de favoriser et d'alimenter un peu plus le conflit ukrainien. J'ai une seule question avant Oui, d'aborder les 2 derniers points de ce top 5. Là, l'avant-dernier, on a 4. eu des exemples. Ah oui, mais on a donc eu des exemples à la fois positifs et négatifs en fonction de l'interprétation de ces suspensions de texte. Comme on parle de suspension,
que c'est une communication qui a donc été faite par la Commission européenne, qu'on parle du programme de travail pour 2026, étant donné qu'il y a du positif et du négatif, qui doit-on féliciter ou condamner, ou plutôt juger un peu plus sévèrement, qui a permis ces retraits, ces suspensions de textes? Est-ce que c'est le Parlement européen? Est-ce que ce sont les commissaires qui se sont chargés de prendre la décision de suspension pour le programme de travail? Qui s'en est chargé exactement au sein Alors, du fonctionnement de l'Union européenne? c'est un peu anticipé sur ce que je pensais Ah, fournir en conclusion, mais ça, ce n'est pas grave. désolé, Le désolé. tout, c'est que le message soit passé. En réalité, il n'y a pas. Enfin, moi, j'observe le fonctionnement de l'institution européenne, je le dis à plusieurs reprises, en tant que structure. Donc, c'est très rare que je sois amené à mettre en avant le nom ou une fonction précise, parce qu'en réalité, c'est une dynamique de structure. Et là, je vais le dire simplement de quelques mots pour que ça soit clair pour le public. On est dans une situation tout à fait particulière qui est sans doute polyfactorielle, mais dont un des facteurs importants est celui du cadre de la négociation du financement de l'Union européenne, du financement pluriannuel de l'Union européenne, qui doit se tenir en 2026 pour la période concernant 2028-2034. Donc là, on est en plein dans les échanges et dans la difficulté pour l'Union européenne à obtenir son budget finalement, son budget pluriannuel pour la période 2028-2034. Et c'est ce qui... Je donnerai une citation du texte, bon, vous pouvez le faire maintenant, dans le texte qui accompagne ce programme de travail pour 2026, il y a un passage qui me paraît extrêmement intéressant là-dessus et qui permet de comprendre que la volonté de boucler ce cadre financier pluriannuel est sans doute à l'origine d'une part de cette temporisation de l'institution elle-même. Hein. Donc je cite, des politiques ambitieuses, c'est les dernières lignes, hein, c'est les dernières lignes de ce document donc je répète, comme 2025-870 final, qui date du 21 octobre, un document de 11 pages, hein, c'est pas très long. Et parmi les dernières lignes, j'ai noté ceci. Des politiques ambitieuses nécessitent des ressources et une volonté politique tout aussi ambitieuse. La Commission, c'est la Commission qui porte ce texte, appelle le Parlement européen et le Conseil à s'accorder rapidement sur le nouveau cadre financier pluriannuel et à faire avancer les priorités législatives qui revêtent le plus d'importance. Donc, quelque part, le point névralgique de la situation actuelle de l'institution européenne, c'est trouver un accord entre les différentes institutions et évidemment les différents États, puisque c'est eux qui vont passer à la caisse, pour pouvoir garantir le cadre financier pluriannuel de l'institution pour la période 2028-2034. Et ça doit impérativement se décider dès l'an prochain. C'est déjà en train d'être discuté. Alors, donc je vais préciser un peu plus ma question Oui, parce que oui, j'aimerais bien avoir la réponse. Peut-être que ma question n'était pas assez claire, c'est-à-dire sur les 5 textes là, nous sommes en train de oui, citer qui oui, sont mis en oui, suspension. oui, Étant donné qu'on parle de suspension, oui. pour essayer de le faire, ma question sera peut-être mal posée par rapport au fonctionnement des institutions, mais qui a mis le tampon final? C'est quelle partie de l'institution de l'Union européenne qui a mis en suspension ces textes? Est-ce que c'est le Parlement européen qui, en révisant le programme de travail, a mis en suspension? Est-ce que c'est le Conseil? Est-ce que c'est la Commission? Par Non, exemple, c'est le la sujet. commission. Là c'est le programme de travail porté par la commission. Donc Donc par ça, la c'est commission, donc c'est-à-dire que c'est en réunion elle-même. interne, lors des discussions parce que ça, je me permettais de poser cette question, c'est que lorsqu'on parle du Parlement, on parle quand même d'une entité qui est assez large en termes de parlementaires, où il Oui, peut y avoir énormément de 750. débats, d'échanges, Oui, discussions. On a donc le Conseil qui va être plus restreint et la Commission européenne aussi. Et on a vu toutes les critiques et les craintes avec la réélection d'Ursula von der Leyen, c'est cette inquiétude que la Commission puisse être à la fois fonctionner en tant que bloc monolithique qui imposerait la vision d'Ursula von der Leyen en étant dans un cercle très restreint. Donc là, c'est suite à une discussion interne au sein de la Commission qui a une révision et donc même une révision de suspension importante sur un texte aussi fou que vous avez pu citer, Xavier, sur le conflit en Ukraine, notamment
par exemple avec le sujet des essais de matériaux, enfin des essais chimiques pour l'industrie de l'armement 24 heures sur 24, ainsi que sur le front en Ukraine. C'est la commission elle-même. Les Voilà. opportunités offertes par l'Ukraine pour ce type Et donc ça, d'exercice. ça veut dire, ça veut bien dire, c'est pour ça que je posais cette question. Ça, c'est une occasion peut-être d'avoir un peu, de faire preuve d'un peu d'optimisme, ou en tout cas d'avoir une observation assez nouvelle. Peut-être que ça voudrait dire qu'il y aurait des dissensions au sein de la Commission européenne. Oui, de toute façon, tout ça est Mmh. polyfactoriel, puisqu'il y a déjà Mmh. la relation avec le partenaire, plus ou moins partenaire États-Unis. Il y a effectivement différents courants qui traversent la Commission. Il y a la négociation avec les grandes entreprises qui ont un lobbying extrêmement intense. Il y a surtout le poids de la finance internationale qui intervient. Donc c'est évidemment polyfactoriel. Mais sans même que nous cherchions à essayer de pénétrer les éléments secrets, enfin les éléments, le secret des dieux, si vous voulez, dans lequel nous ne nous trouvons pas, ni vous ni moi, mais simplement là, on peut déjà noter des éléments qui attirent notre vigilance, et je vais terminer avec les deux autres, qui complètent finalement cet état pas de surprise, mais disons dans tous les cas de « Ah, tiens, ça De mérite curiosité. d'être noté, et ça mérite, oui, de curiosité et d'attente, voire d'action hein, éventuellement, mais ça mérite d'être noté parce qu'il y a une sorte d'inflexion qui peut être palpable. Et Mmh. donc, elle est également sans doute le reflet d'une évolution des opinions publiques au sein des différents États. On l'évoquait tout à l'heure au travers de la contestation du texte chat control. Il est évident que vraisemblablement le pouvoir de l'opinion publique a commencé à avoir des effets aussi bien sur les parlementaires que sur d'autres, que évidemment, il ne faut pas se leurrer, c'est pas que le pouvoir de l'opinion publique, hein, qui étaient vent debout contre l'application de chat control, mais ce sont d'abord les plateformes elles-mêmes, hein, les organismes de messagerie comme Signal, Telegram, etc., qui avaient déjà brandi des menaces en disant si vous faites passer ce texte, nous, on coupe le réseau sur l'Europe. Donc il y a des moyens de pression, si vous voulez, qui ne sont pas juste du ressort des revendications populaires. Mais tout ça additionné, je dis bien, c'est polyfactoriel. Hein, vouloir le réduire à un seul élément serait sans doute à la fois sommaire, naïf et inexact. Mais donc, quand on fait la somme, tout ça peut justifier cette opération et plus la nécessité dans laquelle se trouve la Commission elle-même de trouver les moyens de financer la structure européenne pour les 7 années à venir. Tout ça fait un contexte, un cocktail qui finalement montre que c'est pas un chemin tout tracé, d'autant que je vais terminer avec, alors un qui est marginal, mais quand même assez symptomatique de ce qui était initialement prévu, mais le dernier dont je vais parler très vite, juste en l'énumérant, vous allez voir le gros effet de surprise que vous allez avoir, vous tous, publics, Mmh. qui avez été sensibilisés sur le thème, avec le dernier des textes, enfin la série de textes qui vont être retirés pour 2026, pas retiré, mis en suspens. Peut-être je parle un peu trop vite sur ma volonté, enfin, ou peut-être nos intentions dépassent le degré d'avancée de l'Union européenne, mais bon, au moins mis Mmh. en suspens pour 2026. Alors, numéro 4, le numéro 4, c'est sur un autre thème. Ça concerne, alors d'abord le texte n'en fait pas mystère, puisqu'il s'appelle le paquet contrôle technique. Alors, ce texte qui va être retiré est une proposition de directive qui date du mois d'avril 2025. Il s'agit de COM 2025-180 finale du 24 avril 2025, qui était une proposition de directive donc relative en fait au contrôle technique périodique des véhicules à moteur, de leurs remorques et du contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union. Alors, c'est un gros pavé, hein, parce que là, dès qu'il s'agit de tous ces éléments, ce sont en général des textes qui sont très très longs, avec beaucoup d'annexes, très lourdes, etc. Je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui était prévu là, c'était l'alourdissement des systèmes de contrôle technique, en particulier pour les véhicules individuels, pour les véhicules des communs, des particuliers, vous et moi, Mmh. avec notamment le passage à une périodicité annuelle au lieu de bisannuelle, hein, sur 2 ans. Donc, il faudrait passer au contrôle technique chaque année, ce qui est une forme d'impôt déguisé, parce que personne n'est Mmh. dupe là-dessus. Hein. On sait qu'on
on doit lâcher quasiment 100 euros pour au final et perdre sa demi-journée ou je ne sais quoi, amener son véhicule, pour au final un gain en matière de sécurité parfaitement nul, et donc une nécessité qui est tout à fait discutable en termes d'effet de sécurité. Ce qui est par contre tout à fait visible par le commun des mortels, c'est que c'est un alourdissement des frais et du budget qui doit être alloué à la possession d'un véhicule. Ça vient se rajouter aux différents renchérissements des assurances, du budget carburant, de la capacité à stationner, de tout ce qu'on peut imaginer, du prix lui-même à l'acquisition, même d'occasion, etc. Ces marchés qui ont vraiment beaucoup évolué dans un sens qui tend à dissuader de plus en plus. Et oui, si je rajoute en plus toutes les limitations de stationnement, etc., ce qui tend à dissuader la propriété individuelle sur le véhicule. Donc, je pense que ça peut faire l'objet d'une discussion spécifique parce que les gens, je l'ai signalé à plusieurs reprises parce que j'ai l'occasion de le voir comme formant un tout, comme étant ce paquet. Ce n'est pas que le paquet contrôle technique, c'est le paquet possession du véhicule individuel. Et j'ai eu l'occasion d'en formuler des analyses argumentées là-dessus au travers de la vision transversale que j'ai de ces textes. Mais je pense que pour le public, c'est encore une vision extrêmement éclatée des choses et qui ne perçoit pas que l'intention première, c'est la réduction tout simplement du parc automobile et de changer de modèle dans l'usage des véhicules. Donc ça pourra faire l'objet d'une prochaine discussion. Mais donc là, ce que je voulais simplement signaler, c'est que dans ce texte-là, je laisse de côté les utilitaires qui sont toujours les plus matraqués, hein, tout ce qui est du domaine professionnel, c'est eux qui ont en priorité les charges les plus lourdes, les éléments les plus dissuasifs, etc. Mais pour les particuliers, ça se soldait par le raccourcissement de la durée de validité du contrôle technique, l'augmentation du nombre de points de contrôle et la mise en place également de contrôles volants sur non seulement les pollutions réelles des véhicules, donc hors contrôle technique, vous pouvez vous faire arrêter par des forces de l'ordre c'est ça qui était inclus dans ce texte-là, non seulement pour la pollution atmosphérique, mais également pour la pollution en matière de bruit, la pollution sonore. Donc, vous imaginez, on multiplie les éléments dissuasifs quant à l'usage et à la possession d'un véhicule particulier, notamment en milieu urbain. Donc, celui-ci est donc mis officiellement en pause pour l'année 2026. Et je termine avec le dernier paquet, le paquet le plus, enfin, je dirais, dont l'annonce sera sans doute la plus spectaculaire. Ça concerne, figurez-vous, qui c'est qui figure en position donc numéro 36 et suivant. Alors, le contrôle technique, il est le 17e dans la liste des 111 dont j'ai parlé. Mais Je tiens juste avant de donner ce oui, tout dernier élément, oui. et c'est vrai et en plus qui sera bref, étant donné que c'est vrai que là, le temps passe. J'espère, cher inspecteur, que vous pouvez remercier quand même le travail là de Xavier Coquille de la chaîne Europhilo. J'ai oublié de le présenter aussi au début pour ceux qui vont le découvrir dans cette chronique, pour ce travail d'investigation et de lecture. Parce que même si certains des textes ne sont pas forcément considérés comme longs, mais le fait de devoir creuser les textes, vérifier chaque petite, et surtout là, les annexes, ça demande du travail et on peut trouver des belles pépites inquiétantes, d'autres rassurantes. On pourrait rappeler encore une fois l'aspect très négatif pour les agriculteurs, l'aspect plus positif sur le texte complètement fou cité sur la guerre en Ukraine. Merci pour ce travail et je pense que les spectateurs là pourraient remercier le travail de Xavier qui va nous donner donc le dernier point spectaculaire. Donc, quel est-il? Alors, je ne fais pas plus attendre l'impatience de nos spectateurs, mais ça concerne l'euro numérique. Parce que c'est l'intégralité des textes, la série de textes, il y en a 5 qui étaient relatifs à la mise en place de l'euro numérique, qui figurent à la position 36 et jusqu'à 41 de la liste des textes, des propositions de textes qui sont mises en suspens pour 2026. Or, si vous vous souvenez bien, nous sommes là à l'automne, fin de l'automne 2025. Il nous avait été annoncé un tout autre agenda, puisque la Banque centrale européenne avait prétendu fournir enfin, là, au moment de l'automne 2025, le véritable calendrier, le véritable agenda du déploiement et de la mise en place de l'euro numérique au sein de l'Union européenne. Et là, on assiste finalement à son inverse, à l'inversion complète, puisque au moment où on aurait dû annoncer à quelle date
ce dispositif serait mis en place, eh bien, on apprend que finalement tous les textes qui le supportaient et qui étaient en cours d'adoption sont mis entre parenthèses au moins pour l'année 2026. Donc ça, c'est une thématique qui sera intéressant de discuter avec les spécialistes que vous avez, en particulier Marc Gabriel sur la thématique financière, bien entendu. J'ai pour ma part une hypothèse quant au fait que l'Union puisse quand même parvenir à ses fins sans même la mise en place de l'euro numérique, et sur les raisons pour lesquelles cet élément est sans doute mis entre parenthèses, notamment par la difficulté à négocier avec l'aspect privé, hein, les grands groupes privés de finances là-dessus. Et je pense qu'au travers de l'identité numérique, il y a matière pour l'Union européenne à parvenir au même résultat sans déployer cet outillage lourd qu'elle aurait dû faire adopter par la sphère privée des banques commerciales, entre autres. Mais ça, c'est un autre point on pourra certainement en discuter plus tard, mais je voulais au moins aujourd'hui mentionné comme étant quand même motif de surprise, hein, ce décalage à nouveau, cette inversion complète entre un calendrier qui nous avait été annoncé comme étant la mise en place imminente. Là, à partir de maintenant, on allait savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir réellement bénéficier de l'euro numérique, et le fait qu'on apprenne que finalement, tout l'arsenal juridique déployé par l'Union est mis en pause pour l'année 2026. Donc voilà, on termine là-dessus en disant que finalement, il y a effectivement dans ces annonces de mise en suspens des éléments qui confirment les tendances négatives qu'on avait déjà annoncées, en particulier pour nos pauvres agriculteurs et les filières agriculture-élevage sous nos latitudes. Ça se confirme par la mise en suspens de textes qui auraient peut-être pu les aider, mais dont on savait pertinemment que c'était des textes prétextes pour pouvoir faire passer des contrats ou des négociations qui, elles, étaient voulues, et que, bien sûr, le monde agricole était la partie totalement agitée de façon théâtrale, mais qu'on n'avait aucune intention sincère de les aider. Par contre, il y a des éléments qui font question sur d'autres engagements, donc ce décalage que j'ai signalé pour l'Ukraine. Bon, la question sur l'automobile, elle est un peu anecdotique à côté de ces énormes enjeux, mais là, je veux terminer avec l'histoire sur la mise en place de l'euro numérique, dont nous sommes plusieurs analystes à avoir présenté les dangers que ça comportait, alors qui ne sont pas, je le disais, 100% écartés, puisqu'à la racine de tout, le mal premier, le tronc maléfique, l'euro numérique n'est que la déclinaison d'un tronc maléfique qui est lui celui de l'identité numérique, et qui, comme par hasard, revient dans tous les différents sujets que nous avons abordés. Nous l'avons abordé quant à la pédocriminalité. On voit bien qu'on gravite autour du fait de devoir décliner son identité pour pouvoir justifier son âge pour les accès en ligne, aussi bien au réseau, aux consultations Internet, etc. Donc tout se réglerait par l'identité numérique. Sur la santé, on l'a dit, avec le dossier médical partagé, etc. C'est finalement tout gravite autour de cette identité numérique. Et quelque part, le passage à la mise en œuvre de l'identité numérique et de ses usages permet d'obtenir tout ce que l'institution peut souhaiter sans même passer par d'autres dispositifs qui paraissaient un peu complexes, comme la mise en place de l'euro numérique. On peut arriver en gros aux mêmes fins sans utiliser cet outillage compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas. Ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'au moins pour 2026, il est en pause. Voilà. Donc on a des motifs disons de curiosité, de vigilance, d'attention renouvelée sur l'Europe, de ne pas baisser la pression de la conscience et de l'intelligence collective autour des thématiques européennes. On entend trop souvent les gens dire l'Europe c'est rasoir, c'est lointain, et l'institution joue là-dessus en se donnant un aspect extrêmement technicien, très, très administratif, très juridique. Oui, on n'a pas envie de lire toutes les clauses de garantie d'un contrat d'assurance ou d'un contrat bancaire. On n'en a pas envie, mais ça contient énormément. Et donc là, dans ce qu'on fournit au travers de ce balayage des textes, on fait ressortir la substantifique moelle du fonctionnement de l'institution. Et donc, il ne faut pas relâcher cette vigilance collective autour de ce que fait l'institution, mais on peut considérer que pour 2026, ce programme de travail
donne quelques indications plutôt favorables et des retraits qui nous paraissent être intéressants s'ils sont poursuivis. Voilà. Excellente chronique, très intéressante. Je pense que peu de gens auraient pu avoir accès à ces informations parce qu'il faut quand même faire un travail de recherche et de vérification. Il y avait combien déjà de textes au total qui ont été révisés, pas forcément suspendus, mais on parle de combien de textes pour lorsqu'on parle du programme de travail pour Ah là, le 2026? programme de travail tout confondu, on est sur environ 200 à 250 propositions de texte proprement dites. Donc là, Hmm. mais si vous voulez, c'est à double tranchant. Pour un chercheur comme je le suis, c'est une chance de pouvoir avoir ces accès en ligne avec des textes. L'obligation de transparence de l'institution européenne, qui, je le rappelle, est contractualiste, elle ne fait, son action se base sur la base de textes. Donc, elle nous donne la possibilité de l'interprétation, de la lecture et de l'interprétation. Donc, c'est une chance coûteuse, évidemment, en investissement intellectuel et qu'on partage avec d'autres analystes, naturellement. Mais c'est une chance de pouvoir, depuis chez soi, avoir accès sur son temps libre à ces différents éléments et pouvoir les lire et pouvoir les comprendre. Et à partir du moment où on est quand même comment dire, au fait de l'actualité des textes, on se repère assez vite. Donc, mon office modeste, ma contribution, je ne suis pas ni un activiste, je suis un universitaire dans l'esprit, et donc ma contribution, c'est une explication de texte finalement. C'est ça, ma contribution, c'est de signaler auprès de nos auditeurs les différents points où ils peuvent se repérer, leur donner l'axe du sens qui transparaît, décrire les processus logiques et les enchaînements dialectiques, parce que bien souvent, ce qui est enchaîné d'un côté a des répercussions dans un sens inverse. Donc, essayer de démêler tout ce fonctionnement de logique, ce fonctionnement rationnel de la structure et de le porter à la connaissance de nos concitoyens. Qu'au moins, ils ne considèrent pas que le sujet européen est juste un sujet rasoir et lointain. C'est un sujet qui les affecte en tant qu'individus et devra les affecter de plus en plus en tant qu'individus, puisque il n'y a plus la possibilité pour l'Union européenne de s'élargir comme elle le souhaitait au niveau territorial. Donc elle se replie, je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai prouvé, elle se replie sur son cheptel, sur son troupeau que nous formons en tant que citoyens et résidents européens. Donc ça nous concerne directement. Et donc voilà, au travers de ce dévoilement sur un certain nombre de textes, et de leur évolution, je pense qu'on peut faire œuvre utile pour maximiser l'intelligence collective des populations européennes. Voilà, c'est Je ça, pense que ce ça la travail mission. Je pense que ce travail a été réalisé aujourd'hui. C'était certes un Eh peu bien, dense, mais merci. au moins on a des éléments assez clairs qui peuvent, pour certains, on a parlé, n'oublions pas, hein, pour la situation des agriculteurs, ça confirme le projet de l'Union européenne sur la santé des Oui, agriculteurs et leur avenir, mais notamment le sujet à la fois ukrainien peut nous rassurer, surtout lorsque on a eu cette précision, c'est-à-dire qu'on parle quand même de décisions internes au sein de la Commission européenne. c'est Donc ça. peut-être que la vision monolithique au sein de l'Union européenne elle-même va s'estomper de plus en plus pour certains en termes de perception. Peut-être qu'il y a des changements en interne, peut-être que des tendances vont se dessiner face au mur du réel, c'est-à-dire la folie par rapport aux déclarations et à l'idéologie de l'Union européenne, notamment sur le sujet géopolitique. En tout cas, Xavier, merci beaucoup. Je le répète, la chaîne Europhilo, et non pas Europhile, mais Europhilo, pour découvrir d'autres analyses sur ce travail au sein de l'Union européenne et de son fonctionnement et de son actualité. Et comme il a vendu la mèche, ça permet de le dire aussi, nous sommes très heureux pouvoir d'accueillir Xavier Coquille en tant que rédacteur. Vous allez pouvoir découvrir un article de Xavier dans le prochain numéro de la revue de géopolitique profonde, la revue de décembre. Voilà, donc nous sommes extrêmement heureux. Et le sujet, c'est sur le libre-échange, les traités de libre-échange. Donc là, attendez-vous, à l'oral, déjà que c'est assez clair et que les informations sont précises, à l'écrit, c'est un régal, vous allez voir, pour pouvoir bien maîtriser ces sujets, savoir ce qui se passe concrètement. Donc, merci beaucoup, Xavier, et on va Merci. pouvoir ensuite passer à la conclusion de cette matière. On se voit très bientôt, peut-être la semaine prochaine, mais dans tous les cas, à la prochaine, Xavier. Merci beaucoup. À bientôt.